Nous remercions Madame Droit-Volé qui arrive directement de Clermont-Ferrand et qui va repartir à Clermont-Ferrand tout à l'heure et qui est une spécialiste en France de la question du temps. Et on se disait tout à l'heure que la question du temps avec les plus jeunes, en tout cas avec les élèves des âges que nous avons en classe, n'est pas une question qui est très traitée, très étudiée, et que c'est une tranche d'âge qui finalement n'a pas été forcément explorée. D'abord, il y a peu d'études sur la perception du temps en général, et en fait, d'un point de vue de la psychologie, on n'étudie que cette tranche d'âge parce que c'est difficile. Voilà. On va utiliser des expériences, on peut avoir des consignes verbales, et du même coup, c'est facile de travailler avec des enfants qui ont 6 ans et plus. On arrive à travailler avec des bébés parce qu'on les accroche au fauteuil et on arrive à voir. On a des langues, mais dans cette tranche d'âge où ils ne tiennent pas en place, pas suffisamment verbaux, il y a finalement pas beaucoup d'études. S'il y a vraiment un gap, un manque d'études, du point de vue de la compréhension des fonctionnements, c'est bien dans cette tranche d'âge. Voilà. Donc, Madame Droit-Volé va nous donner un certain nombre d'éléments. Alors, bien entendu, on lui a demandé de tout nous dire en 3 quarts d'heure. Donc, voilà, ça sera forcément abordé. Hein, les thématiques seront abordées. On s'est dit en venant que, comme vous abordez différents thèmes, peut-être que vous pourrez poser des questions au fur et à mesure. Donc vous n'hésiterez pas, si on vous passera le micro, pour que vous puissiez poser des questions au fur et à mesure de la conférence. Et puis ensuite, nous travaillerons en atelier et je laisserai Delphine vous expliquer l'organisation des ateliers. Madame Droit-Volé a écrit un article qui va... En français, c'est le gros problème. On a encore un petit sujet avec les chercheurs, c'est la langue. Parce que beaucoup d'articles, pour être publiés, doivent être écrits en anglais. Et que nous, à l'Éducation nationale, on n'est pas toujours excellentissime en anglais. Donc voilà, c'est un peu, ça reste encore un peu compliqué. Toujours est-il que l'article a été écrit en français et devrait paraître sur Enfance et Psychologie. En France et Psy, oui. Voilà, très prochainement, mais nous avons de manière inédite l'article photocopié que Madame Droit-Volé nous a préparé. Et donc, on en donnera peut-être 2 par école si les directeurs ou les rêves lui à venir attraper la photocopie de l'article. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'est une question qui nous préoccupe beaucoup, la question de la conception du temps par les enfants d'école maternelle. On a des éléments, comme on le partageait tout à l'heure, sur le rythme, sur la vigilance cognitive des enfants, parce qu'on a travaillé avec les tableaux de Claire Lecomte. On sait un petit peu aussi les rythmes sur la semaine, etc. Mais on n'a pas abordé du tout la question de la conception du temps par des enfants jeunes comme les nôtres. Voilà. Donc merci beaucoup à vous. Et donc Delphine, je te laisse. Je ne vais pas être très longue, je veux juste compléter le déroulé pour que tout le monde soit bien au clair. Donc, vous avez vu aujourd'hui, on a de nouveau une grande salle, un amphi ici, et puis des salles d'atelier. Donc, contrairement à la dernière conférence où on est resté dans la même salle pour faire les deux, là on va pouvoir aller dans des salles dédiées. Alors ce sera au niveau sonore beaucoup plus confortable pour nous, mais il va falloir se déplacer, ne pas se perdre et se retrouver. Donc, voilà pourquoi je prends la parole. On a proposé donc à Mme Droit-Volé de nous faire une conférence qui tienne, en tout cas avec l'exposé et les questions, autour d'1 heure, se faire une première séquence d'1 heure. Donc on se dit que vers 15h15, on part en atelier, et ensuite on se donne 1 heure d'atelier. Il se trouve que donc, Mme Droit-Volé doit repartir à un train, on a tous d'autres contraintes, donc on va finir plus tôt que d'habitude cette fois-ci. Ce que je vous propose quand même, c'est qu'on se retrouve à l'issue des ateliers pour être sûr que tout le monde n'est pas perdu, pour se dire au revoir. Mais donc on clora cette conférence cet après-midi à 16h30. D'habitude, c'était un peu plus tard. Vous avez 8 facilitateurs. Est-ce qu'ils peuvent lever la main, qu'on les voit? Voilà, et qui ont des numéros d'atelier. Normalement, à l'entrée, vous avez dû trouver des petits cartons de couleurs en fonction de votre métier.
Donc voilà, ils se remettront debout tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, mais voilà, on a 8 facilitateurs, 8 ateliers, 8 facilitateurs. Et donc l'idée c'est de se répartir, de se mélanger dans chaque atelier avec des profs, des amis, des ASEM, pour pouvoir partager ce qu'on aura entendu pendant cette conférence, partager ce qu'on en a compris, ce qu'on s'approprie, et puis ce qu'on a envie d'en faire dans nos écoles, ou ce qu'on en fait déjà dans nos écoles, soit témoignage, soit proposition. Même système que la dernière fois, on a des grandes affiches sur lesquelles on peut prendre des notes. Donc on va garder précieusement ce matériau pour pouvoir le partager ensuite. On ne sait pas encore trop sous quelle forme, on va en discuter ensemble. Mais voilà l'idée. Donc à 15h15, on se dirige vers les salles. Chaque facilitateur d'atelier a un numéro avec sa salle, pourra emmener son groupe. Et on se retrouve à 16h15 à la fin, ensemble ici. Merci. À tout de suite. Merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup pour cette invitation. Alors, l'idée, c'est pouvoir essayer de parler un peu des différentes facettes du temps. La première question que vous vous posez, que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que le temps ? En fait, je vais reprendre ici la citation de Saint-Augustin, qui, de manière un peu ambiguë, contradictoire, dit qu'il sait ce qu'est le temps et en même temps qu'il ne sait pas ce qu'est le temps. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'est le temps qu'on ne lui demande pas de l'expliquer. Mais quand on lui demande de façon précise d'expliquer le temps, il n'arrive pas à expliquer le temps, parce que c'est très compliqué. On peut comprendre cet échec par le fait que, comme le dit Rovelli, que le temps, c'est un des plus grands mystères. Certainement un des plus grands mystères qui restent encore de nos jours. Et en plus, c'est un thème qui a été abordé par différentes disciplines, que ce soit la physique, que ce soit l'historien, que ce soit les biologistes, et chacun apporte une définition différente du temps. Ici, nous, on va uniquement voir une définition du point de vue de l'individu, c'est-à-dire du point de vue de la psychologie. Toutefois, on peut se poser la question, mais pourquoi on parle sans cesse du temps ? Tous les jours, on parle de temps, tous les jours, on évoque le temps. En fait, on parle sans cesse du temps parce qu'on vit dans le temps. On vit dans un flux continu d'informations. Un flux continu d'informations, c'est du temps. Et dans ce flux continu d'informations, on va voir des événements qui ont une certaine durée. On va voir des événements qui vont se décaler les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, on va parler de l'ordre des événements entre eux. Donc, on vit dans un environnement fondamentalement temporel. Et notre cerveau, c'est une machine qui est constituée, qui est faite pour traiter tout ce flux continu d'informations, pour pouvoir prévoir les informations. Et en plus, on vit par rapport au temps. On vit par rapport au temps, c'est-à-dire qu'on est conscient que notre durée sur Terre est limitée. On est conscient qu'on va mourir. On est conscient de notre finitude en tant que tel. Et le fait d'être conscient de notre finitude, que notre durée de vie sur Terre est limitée, c'est rendre saillant la notion de temps. Vous avez par exemple la citation d'Heidegger dans L'être et le temps, qui place l'importance de la conscience de la finitude. Il dit l'homme, cet être des lointains, est le seul animal qui se sache mortel. Sans la conscience de sa finitude, l'homme n'aurait nul remords, nulle nostalgie et nulle conscience d'un avenir, nulle angoisse, nulle espérance, nulle conscience en un mot du temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, notre cerveau, nous sommes une machine. Nous sommes une machine qui va traiter les informations temporelles. Quand je dis qu'il va traiter les informations temporelles, c'est-à-dire qu'on va être capable d'estimer de façon précise les durées, d'estimer de façon précise l'ordre entre les différents événements, permettant de prédire la venue d'un événement donné. Donc, on est une machine à traiter le temps. Et je vais vous montrer les résultats démontrant qu'on est une machine à traiter le temps. Mais en même temps qu'on est une machine à traiter le temps, on est sujet à des distorsions. On verra des distorsions temporelles. Et maintenant, on arrive bien à expliquer pourquoi on est sujet à des distorsions, que le temps semble plus court dans certains moments et plus long dans d'autres moments. Mais ce qui est compliqué, c'est que non seulement notre cerveau est une machine à traiter le temps, mais notre cerveau, c'est aussi une machine qui va se créer des représentations du temps. Et des représentations du temps qui correspondent à aucune réalité. On a même créé des instruments nous permettant de mesurer le temps, nous permettant de nous repérer dans le temps, nous permettant de synchroniser les temps individuels. Parce qu'il est important que tout le monde prie à la même heure, que tout le monde soit au travail à la même heure,
Donc on a créé des instruments pour pouvoir synchroniser les temps individuels, faire des gestions collectives. Donc le temps peut être une certaine forme d'une réalité, mais c'est quoi ce temps qui est une réalité? Et ça peut être quelque chose qui est purement construit par l'être humain, qui ne correspond à aucune réalité. Le gros problème, c'est qu'à chaque fois, on utilise un seul terme, toujours le terme temps. Et en fait, c'est un terme polysémique, parce qu'il n'y a pas un temps, mais il y a des temps. Et à chaque type de temps, c'est des processus qui sont complètement différents. Donc il n'y a pas un temps, mais des temps. Et je vais commencer à en citer. Par exemple, vous avez ce qui est du domaine du sentiment du passage du temps. Et je vais vous donner les résultats là-dessus. C'est le sentiment que le temps, il passe vite, ou le sentiment qu'au contraire, le temps passe lentement. Vous avez une autre forme de temps qui est la perception des durées et la perception des rythmes. C'est encore d'autres mécanismes, et là on va parler d'horloge interne. Vous avez tout ce qui est du domaine du concept de temps, une représentation conventionnelle du temps, telle que Newton l'a proposé. Puis vous avez aussi ce que l'on appelle le voyage mental dans le temps. Le voyage mental dans le temps, c'est-à-dire la capacité en fait à vous projeter dans le futur, qui implique aussi d'autres processus. Vous avez aussi ce que l'on appelle l'orientation dans le temps. L'orientation dans le temps, c'est la capacité de vous orienter dans la semaine, dans les mois, dans l'année. Donc l'orientation dans le temps implique une connaissance du calendrier. Puis vous avez aussi des instruments de mesure du temps, etc., etc., etc. Une multitude de temps différents. Et à chaque fois, ça implique des processus différents. Aussi, là, je vais essayer de façon rapide de vous apporter quelques éléments de connaissance scientifique sur chacune de ces formes de temps. D'abord, une première forme de temps qui est la plus courante, le discours sur le sentiment du passage du temps. Le sentiment que le temps passe vite ou lentement. Peut-être tous les jours on utilise cette expression. D'abord, une première expression qu'on utilise souvent, c'est le sentiment que le temps passe vite en vieillissant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez tous. Du moins, c'est plus compliqué que ça. Tout dépend de ce que vous voulez dire par là, par cette sensation. Bien sûr, les psychologues ont étudié ça d'un point de vue scientifique pour s'apercevoir qu'ils s'étaient trompés sur ce que recouvrait cette notion que le temps passe vite en vieillissant. En fait, avec un collègue, on a mis en évidence ce que l'on appelle le paradoxe de nos grands-mères. Maintenant qu'il y a nos mères, on a vu une blousages et nos mères qui sont en EHPAD. Donc le paradoxe de grand-mère, c'est-à-dire qu'elles étaient capables de dire en même temps que le temps passe vite et que le temps passe lentement. C'est contradictoire. Elles disaient « Ah mais mon Dieu, qu'est-ce que le temps passe vite, j'ai bientôt 80, 90 ans. Ah mais mon Dieu, qu'est-ce que l'année est passée vite. Mon Dieu, qu'est-ce que le mois est passé vite. » Puis quand vous allez la voir tous les jours, « Ah mais mon Dieu, qu'est-ce que le temps passe lentement. » Donc une contradiction. Elle dit à la fois que le temps passe vite et que le temps passe lentement. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? En fait, votre jugement du passage du temps va dépendre de la période que vous allez considérer. S'il s'agit d'une longue période de la vie ou s'il s'agit d'une période très courte, c'est-à-dire le présent, le moment immédiat. Avec mon collègue John Verdon, on a réalisé des expériences auprès de sujets âgés par exemple de 20 ans et plus âgés, de au-delà de 65 ans, c'est 65 ans jusqu'à 75 ans, où on leur a par exemple posé des questions sur la vitesse du passage du temps sur de longues périodes. Est-ce que le temps passe vite maintenant par rapport à avant, ou est-ce que le temps passe vite en vieillissant? Et dans nos résultats, on montre qu'il n'y a aucune différence entre les jeunes de 20 ans et les personnes plus âgées. C'est-à-dire à 20 ans, ils considèrent que le temps passe vite, alors qu'ils ont 20 ans. Donc ça montre bien d'une certaine manière que c'est une certaine forme de croyance, plus qu'une réalité au quotidien. Bien entendu, dans ce domaine, il y a beaucoup de contradictions du point de vue des résultats des expériences, mais vous avez quand même certaines études qui tendent à montrer que généralement, on exprime plus ce sentiment à partir de 50 ans. Donc il y a quand même un effet de l'âge. Maintenant, s'il s'agit cette fois du jugement du passage du temps, non sur une longue période, mais du jugement du passage du temps au présent. Pour évaluer ce jugement du passage du temps au présent, on utilise par exemple ce que l'on appelle une méthode d'échantillonnage d'expérience, c'est-à-dire que vos participants, ils ont un téléphone portable sur eux pendant 5 jours,
Et 8 fois par jour, le téléphone portable sonne. Et à ce moment-là, on leur dit, là, immédiatement, quel est votre sentiment sur la vitesse du passage du temps? Est-ce que le temps passe vite? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Puis bien entendu, on va recueillir d'autres informations. Quel est leur état émotionnel? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils étaient occupés? Plein d'autres questions. Qu'est-ce qu'on voit comme résultat? Encore chez les personnes jeunes et les personnes finalement âgées, pour les différents jours, c'est que généralement les gens trouvent que le temps passe vite au présent et qu'il n'y a encore pas de différence d'âge. Donc finalement, ce n'est pas une question d'âge en tant que tel. Le sentiment du passage du temps va dépendre d'autres facteurs. Il va notamment dépendre des émotions, de ce que l'on ressent. C'est-à-dire que quand vous avez le sentiment d'être heureux, on va exprimer le fait que le temps passe vite. Au contraire, quand on a le sentiment d'être triste, on va exprimer cette métaphore du passage du temps qui est ralenti. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup chez les personnes qui souffrent de dépression. Les personnes qui souffrent de dépression expriment souvent un ralentissement du passage du temps au quotidien. Donc les émotions sont vraiment à l'origine de votre sentiment sur la vitesse du passage du temps au quotidien. Un autre facteur qui va jouer un rôle important, c'est l'activité, ce que l'on fait. C'est-à-dire, si vous faites une activité qui est passionnante, qui capte toute votre attention, ben vous allez considérer que le temps passe vite. Si, en revanche, vous faites une activité qui vous ennuie, cette fois, vous allez exprimer l'idée que le temps passe au ralenti. Et on a fait beaucoup des études sur le sentiment du passage du temps pendant les périodes de Covid, de confinement, et on a vu que dans la population générale, il y a eu le sentiment que le temps ralentissait, et c'était lié tout simplement au fait que les gens s'ennuyaient de façon profonde pendant ces périodes de confinement. Finalement, quels sont les mécanismes qui sont impliqués? Si je parle du jugement de la vitesse du passage du temps, ici, sur de longues périodes de vie, ça va impliquer ce que l'on appelle le soi narratif. C'est le soi dans une perspective autobiographique qui va être positionné sur la perspective temporelle par rapport au présent, au passé et au futur. Or, comme je vous l'ai dit, on est bien conscient qu'on va mourir un jour, que notre durée de vie est limitée. Vous avez 70 ans, vous regardez le rapport entre le futur et le passé. Le passé est bien long, le futur est bien court. Oh mon Dieu, qu'est-ce que la vie est passée vite? Qu'est-ce que le temps est passé vite? Donc en fait, c'est qu'un raisonnement, une déduction logique qui est faite dans la prise de conscience. J'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 70 ans, et je vais peut-être bientôt mourir. Donc c'est un pur raisonnement qui est placé comme ça. En revanche, pour le jugement du passage du temps au présent, ça ne va pas être le soi narratif, mais ça va être le soi minimal. Dans le soi minimal, de quoi il s'agit? En fait, c'est quand le sujet, soi-même, est l'objet de l'expérience. On fait une analyse introspective de soi. On fait une analyse introspective de son état. Je suis heureux, je suis triste, j'ai pas d'énergie, je suis fatigué. Et à base de cette énergie, on va utiliser des métaphores temporelles pour rendre compte de cette élasticité de la durée de soi. Parce qu'on a des sentiments de ralentissement, des sentiments au contraire que les choses s'envolent parce qu'on est plus heureux. Donc en fait, ça démontre vraiment que ce sentiment du passage du temps au présent, c'est vraiment relatif à une analyse introspective de soi. Mais ce n'est pas spécialement du temps. On a proposé avec Natalia, qui avait soutenu sa thèse récemment, une théorie donc explicative. C'est que le jugement du passage du temps au présent va dépendre de la durée de soi contextuelle. Et on l'a fait une démonstration expérimentale. Précisément, dans cette démonstration expérimentale, c'est-à-dire qu'on a manipulé l'information temporelle et l'information non temporelle. Par exemple, les participants, ils devaient voir des films à valence émotionnelle négative, neutre ou positive. Et la durée de ces films était toujours la même. Donc on contrôle le temps. De la même façon, d'autres devaient faire une tâche qui était facile, une tâche moyennement difficile et une tâche difficile. Et la durée de réalisation de la tâche était la même. Qu'est-ce qu'on voit comme résultat? On voit ici comme résultat le jugement du passage du sang en fonction de la valence positive de ce qu'ils ont vu, des stimulus qu'ils ont vus, et on voit qu'il y a des variations. Avec le temps qui va plus vite, alors quand les stimulus émotionnels est de valence positive, alors que les durées sont les mêmes. Donc, on utilise cette métaphore
pour rendre compte de notre état émotionnel, mais ce n'est pas pour rendre compte du temps, ce n'est pas du temps. De la même façon, vous avez la difficulté de la tâche, on voit que le jugement du passage du temps va fluctuer en fonction de la difficulté de la tâche. Si les sujets font une tâche difficile et qu'il faut bientôt la finir, ils trouvent que finalement le temps passe vite, mais les tâches sont exactement les mêmes durées. Donc on utilise cette métaphore pour rendre compte de ce que notre vie soit au présent, mais ce n'est pas spécialement du temps. Pourtant on dit que c'est du temps. La question qu'on peut se poser, c'est que finalement, à partir de quel âge, un enfant est capable d'exprimer, c'est-à-dire cette métaphore, d'utiliser cette métaphore de la vitesse du passage du temps, de dire que le temps passe vite, que le temps ralentit. À votre avis. Hein 7-8 ans 7-8 ans, d'accord, parce que c'est quand même un raisonnement sophistiqué, d'analyse introspective du soi. D'accord. En fait, on a réalisé récemment une expérience dans les écoles auprès d'enfants âgés de 4-5 ans et d'enfants âgés de 8 ans. En fait, dans les écoles, il y avait un expérimentateur qui avait présenté par exemple un intervalle entre 2 sons, et après le sujet de l'enfant, donc il devait, il y avait plusieurs durées, je passe vite, hein, il devait juger la durée de cet intervalle, s'il y avait beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, il devait donner leur sentiment sur la vitesse du passage du temps. Puis, on recueillait d'autres informations. Est-ce qu'ils étaient heureux? Est-ce qu'ils étaient tristes? Quelle était la difficulté de la tâche? Quels résultats on trouve? Ici, on va trouver les résultats chez les enfants âgés de 4-5 ans et chez les enfants âgés de 8 ans. Exactement les mêmes résultats. Dès 4 ans, l'enfant utilise correctement cette métaphore. Il utilise cette métaphore. Alors pourquoi parle-t-il du temps? On donnerait la réponse, mais dès l'âge de 4 ans, ils utilisent cette métaphore pour exprimer leurs sentiments émotionnels. Ils disent que le temps passe vite quand ils sont plus heureux, exactement comme les enfants de 8 ans. Si on regarde maintenant le lien entre le jugement du passage du temps et la durée, parce que maintenant il devait évaluer la durée, s'il y avait beaucoup de temps. Regardez ce qu'on trouve à l'âge de 4 ans et ce qu'on trouve à l'âge de 8 ans. Les courbes sont totalement inversées. C'est-à-dire qu'à l'âge de 8 ans, ce que vous pensez, ils vont commencer à raisonner sur le temps. Comme ils vont commencer à raisonner sur le temps, ils disent oui, plus c'est long, en fait, plus le temps passe lentement. Parce qu'ils font la relation inverse, c'est compliqué, hein, entre la durée et la vitesse. Alors que les petits font ça, hein, plus. C'est-à-dire que plus c'est long, plus ça va vite. Et en fait, ici, dans ces résultats qu'on a publiés en 2023, on retrouve exactement, que vous avez peut-être déjà vu dans vos cours, les résultats de Piaget. Ou Piaget qui avait démontré d'une certaine manière que la relation inverse temps-vitesse, elle va apparaître qu'à l'âge de 8 ans, parce que ça implique d'être capable de raisonner sur le temps et de coordonner vitesse et durée dans l'espace. En revanche, les plus petits, eux, ils vont tout simplement appliquer une règle, plus. C'est plus vite, c'est plus long. C'est plus gros, il y a plus de choses. Donc il applique tout simplement cette règle de façon systématique. Donc si on veut parler des trajectoires développementales entre le jugement de la vitesse du passage du temps et le jugement des durées, l'estimation des durées, l'estimation de l'intervalle, en fait c'est des trajectoires développementales différentes. On va voir que pour le jugement des durées, le bébé est capable d'estimer de façon précise les durées. En revanche, le jugement du passage du temps, on peut supposer, on l'a vu pour la première fois dans notre étude, dès l'âge de 4 ans, quand l'enfant, bien sûr, le langage est suffisamment développé pour pouvoir utiliser cette métaphore, et quand il est déjà capable d'avoir une conscience de soi et d'analyser les émotions qu'il ressent. Là, donc, dès l'âge de 4 ans, c'est possible, ça apparaît. La seule chose qui peut changer avec l'âge, c'est le nombre de facteurs qui est pris en compte. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a qu'un seul facteur, c'est souvent je suis heureux. Ils sont toujours heureux, hein. Donc toujours cette association. Puis plus ils grandissent, plus ils vont faire une analyse introspective de même un peu plus complexe. Ils vont évoquer la notion de difficulté de la tâche et la notion d'ennui. Ils vont invoquer d'autres facteurs qui vont être utilisés pour rendre compte de cette fluctuation de la vitesse du passage du temps. Et c'est uniquement vers l'âge de 8 ans qu'on va avoir cette fois une relation entre ces deux types de jugement. Parce que l'enfant va raisonner et il va être capable de coordonner les durées avec les vitesses. Donc ça implique tout un raisonnement. D'accord ?
Donc on va maintenant parler du jugement des durées. Est-ce que vous avez une question sur le jugement du passage du temps? Je vais prendre le micro parce que je ne sais pas comment c'est enregistré, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris ce lien entre le jugement du passage du temps et le jugement des durées. C'est-à-dire que les grands, eux, ils considèrent que plus quelque chose est long, plus quelque chose dure longtemps, plus ça va vite ou plus ça va lentement. Ça va lentement. Oui, c'est ça. Ça va comme lentement. nous, en fait. Oui, c'est Ouais, logique. d'accord. Ils Oui, inversent. c'est ça. Ok. Ils inversent totalement. Ok, merci. Voilà. Alors, donc vous voyez que le jugement du passage du temps est exprimé très tôt, mais c'est pas du temps. Ça peut être du temps dans certaines circonstances, mais pas tout le temps. Puis vous avez, donc c'est totalement différent de la jugement des durées courtes. En fait, pour le jugement des durées courtes, comme vous savez, on n'a pas d'organe nous permettant d'estimer avec précision les durées. Toutefois, l'être humain est capable d'estimer avec précision les durées. C'est pour ça qu'on a parlé d'un sixième sens. Et comme il y a un sixième sens, et les psychologues, je ne rentre pas dans le modèle neurologique là-dessus, pas aujourd'hui. Donc en fait, ils ont supposé qu'on devait avoir un mécanisme nous permettant de mesurer avec précision les durées. Et ils ont parlé de ce mécanisme, ils ont utilisé le terme d'horloge interne. L'horloge interne, c'était le mécanisme qui nous servirait à estimer les durées. Il ne faut pas confondre l'horloge interne avec l'horloge biologique. L'horloge biologique, c'est celle qui est impliquée dans les rythmes, par exemple les rythmes circadiens. Ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes. Bien entendu, quand on parle d'horloge, c'est qu'un modèle, il ne s'agit que d'une métaphore. On sait qu'on ne va pas trouver dans le cerveau une horloge précise, bien localisée. En réalité, c'est tout votre cerveau qui est constitué en fait d'oscillateurs corticaux, et à chaque fois que vous faites l'évaluation de la durée, ça va impliquer différentes structures du cerveau, ça va constituer tout un réseau qui est utilisé, et ce réseau il va différer en fonction de la nature des stimuli que vous traitez, si c'est un stimuli par exemple auditif ou un stimuli par exemple visuel. Du même coup, ce qu'on va démontrer en psychologie, c'est que ce système d'horloge interne, d'abord, il est commun à la plupart des animaux, et nous, on est des animaux comme les autres. Donc c'est commun. Les rats, les pigeons sont capables d'estimation temporelle extrêmement précise. De plus, il a été montré que cette horloge interne, ce mécanisme permettant d'évaluer les durées, est fonctionnel dès le plus jeune âge. Le bébé est capable d'estimer de façon précise les durées. Dès le plus jeune âge, on a donc une estimation précise des durées. Mais comment ça fonctionne? On va dire que c'est une estimation précise en moyenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, à chaque événement qu'on va rencontrer, on va y associer une durée. Par exemple, vous avez un enfant qui est sur un lit, qui voit un mobile, il voit le mobile tourner autour de lui, il y associe une durée. Donc ça fait une durée. Puis cette expérience, il va la refaire plusieurs fois. Il va donc associer une deuxième durée, une troisième durée. Donc il va associer à cet événement une distribution de durée. Parce qu'à chaque fois, il y a des petites variations. Si la mère, elle enclenche un peu plus tard ou non le mobile. Vous avez l'exemple de l'enfant qui envoie la balle sur le mur. Il va y associer une durée pour l'aller-retour de la balle. Mais la durée, elle peut varier en fonction de l'expérience. À un moment donné, il envoie la balle un peu plus forte. Donc à chaque fois, ça fait une distribution de durée. Donc on va traiter le temps de cette manière-là. Donc on est capable, les jeunes enfants des plus jeunes âges sont capables d'estimation en moyenne, d'estimation des durées en moyenne précise. Du même coup, on a aussi montré que comme ils ont un système d'horloge interne qui va leur permettre d'estimer les durées de façon précise, ils vont être capables de percevoir les rythmes. Ils vont être capables de percevoir des régularités dans les rythmes. Ils vont être aussi capables de détecter dès qu'il y a une différence dans la structure rythmique par rapport à celle dont il est familier. Autrement dit, ils vont être capables de prédiction temporelle grâce à des processus attentionnels. Et on a même remarqué que vous avez des fois des troubles dans la perception des rythmes chez les sujets qui vont souffrir de troubles d'attention avec hyperactivité, qui vont avoir des problèmes de dyslexie, ça a été démontré. Donc des fois des difficultés dans la perception des rythmes qui peuvent être à l'origine de difficultés du point de vue aussi de la lecture et du langage, avec la possibilité de bien discriminer les différents phonèmes. Parce que le langage, qu'est-ce que c'est? C'est des sons présentés dans le temps. Donc, il y a peut-être des difficultés qui proviennent de la difficulté de percevoir les rythmes. Donc, dès le plus jeune âge, les enfants sont capables de percevoir les rythmes, les régularités dans les rythmes.
Ils sont aussi capables de produire des rythmes moteurs. Et vous le savez bien. Ils sont capables de produire des rythmes moteurs, sauf que chez les très jeunes enfants, ces rythmes moteurs sont encore très stéréotypés. En fait, ils sont peu flexibles à la naissance. Il va y avoir une évolution, c'est-à-dire une augmentation de la flexibilité avec le développement. Et cette augmentation de la flexibilité avec le développement, elle va être liée en fait avec des capacités de coordination perceptivo-motrices, avec des capacités de coordination. Concrètement, on a par exemple réalisé avec Florie Monnier une étude sur les tâches de synchronisation auprès des jeunes enfants. On leur demandait d'abord de produire ce qu'on appelle un tempo moteur spontané, c'est-à-dire taper à le rythme qu'ils préfèrent, spontanément, à leur propre rythme. D'abord, chez les jeunes enfants, ils tapent à un rythme plus rapide. Ils tapent à un rythme plus rapide que les enfants de 8 ans et que les adultes, et surtout un rythme qui est plus variable. Une des grandes caractéristiques dans les processus temporels chez l'enfant, c'est que les enfants sont plus variables du point de vue de l'estimation et du point de vue de la production. Puis après, on leur a demandé de synchroniser leur frappe à un son avec un intervalle par exemple de 500 millisecondes ou de 900 millisecondes. Puis une fois qu'ils se synchronisent avec ce rythme, de maintenir ce rythme, de continuer ce rythme. Les résultats montrent que les jeunes enfants y arrivent, mais à 5 ans, mais ils arrivent moins bien qu'à l'âge de 8 ans. On a fait aussi passer auprès de différents enfants différents tests neuropsychologiques pour savoir d'où provient cette moins bonne synchronisation chez les jeunes enfants. Des tests d'évaluation des capacités cognitives sur le plan intentionnel, sur le plan de la mémoire de travail, voire sur le plan de la coordination motrice. Et on s'aperçoit que le principal prédicteur des différences avec l'âge, c'est tout ce qui est en rapport avec la coordination motrice. Donc c'est un problème moteur. C'est un problème moteur qui est à l'origine des difficultés ici de synchronisation, de produire des rythmes moteurs plus importants. Et ce n'est que vers l'âge de 7-8 ans qu'on va trouver des capacités de synchronisation proches de celles de l'adulte. On peut donc se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui change avec l'âge dans la perception des durées ? C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il faut bien savoir que dès qu'on porte un jugement, on va traiter tout un ensemble d'informations et ça va impliquer plusieurs processus. Ça va impliquer bien sûr le système d'horloge interne qui va marcher de façon automatique, mais pas seulement. Porter un jugement sur une durée, ça va impliquer des capacités attentionnelles, ça va impliquer des capacités de mémoire, il faut bien mémoriser la durée. Puis il faut bien comparer la durée actuelle par rapport à une durée passée, donc ça va impliquer des processus décisionnels. Donc vous pouvez avoir un jugement qui est moins bon, qui n'est pas lié à une horloge, mais qui est lié à un problème d'attention, qui est lié à un problème de mémoire de travail, ou qui est lié à des processus décisionnels. Qu'est-ce qui change avec l'âge ? D'abord, on constate que les jeunes enfants ont une moins bonne sensibilité à la durée. Je veux dire, à l'âge de 5 ans, ils ont moins bonne sensibilité qu'à l'âge de 8 ans, et ça devient proche de celle comparable à l'adulte à l'âge de 8 ans. Quand je dis moins bonne sensibilité, c'est qu'ils arrivent bien à discriminer les durées, mais il faut qu'elles soient suffisamment différentes, suffisamment espacées. Mais vous pouvez aisément le comprendre, parce qu'ils ont une représentation qui est plus bruitée. Il y a plus de bruit dans leur représentation. Comme il y a plus de bruit dans leur représentation, si vous comparez deux durées, nécessairement les distributions vont se chevaucher. Et si les durées sont trop proches, eh bien, ils vont les confondre. En revanche, pour les enfants plus grands, la distribution elle est moins dispersée, mais du même coup, il y a moins de confusion possible entre deux durées. Donc il faut que les durées soient suffisamment espacées. Et pourquoi en fait il y a plus de bruit dans le traitement des durées, dans la représentation des durées, il y a deux causes principales. Ça va être lié aux capacités d'apprentissage chez le jeune enfant et ça va être lié à leurs capacités, ici, cognitives, qui sont plus limitées. Du point de vue des capacités d'apprentissage, comme vous le savez, en fait, les jeunes enfants, ils ont une plasticité très importante au niveau cérébral, plasticité du cerveau. Comme il y a une très forte plasticité du cerveau, en fait, ils vont apprendre plus vite. Ils vont même apprendre plus vite que les adultes. Ils apprennent plus vite, mais aussi ils oublient plus vite. Donc ça va créer des trous dans la représentation des durées, ça va créer de la variabilité. Donc une première explication, c'est leur capacité d'apprentissage. Ils apprennent vite, mais ils oublient aussi plus vite. La deuxième cause, ce sont leurs capacités cognitives qui sont plus limitées.
Les capacités cognitives qui sont plus limitées, vous pouvez certainement déjà les évoquer. On sait très bien, ça a été démontré, que les enfants vont traiter l'information de façon plus lente. Plus on traite l'information lentement, plus il y a des risques d'interférence, plus il y a des risques de bruit dans la représentation du temps. Ils ont une capacité de mémoire de travail plus limitée et ils ont aussi des capacités attentionnelles plus limitées. Du point de vue des capacités attentionnelles plus limitées, on sait qu'ils ont des difficultés à faire deux choses à la fois. On sait qu'ils ont des difficultés d'inhibition. Vous mettez devant l'enfant un gros bouton rouge et vous dites non, tu attends, tu n'appuies pas sur le bouton rouge, tu vas appuyer sur le bouton rouge que plus tard, donc en 10 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Ils appuient. Un gros bouton rouge, nécessairement ça déclenche l'action et ils appuient. Du même coup, ils n'attendent pas. Du même coup, ils ne montrent pas leur compétence de pouvoir attendre. Parce que, à cause de problèmes d'inhibition et à cause de problèmes d'impulsivité. Quelles sont donc les conséquences de ces capacités d'apprentissage limitées, de ces capacités cognitives limitées? Parmi les premières conséquences, c'est que les jeunes enfants sont meilleurs dans la perception des durées auditives que la perception des durées visuelles. Certains disent que même le temps, c'est de l'audition. Il faut comprendre, Parce que dès que vous présentez visuellement, il faut nécessairement que l'œil soit dirigé vers le stimulus dont on va traiter la durée. Et du même coup, s'il détourne un peu le regard du stimulus dont on doit traiter la durée, ça va créer du bruit dans le traitement de la durée. Donc ils sont toujours meilleurs dans le domaine auditif que dans le domaine visuel, du point de vue de la durée. Après, ce qu'on a aussi comme conséquence, c'est qu'on a montré qu'ils appréhendent mieux la durée à travers leur propre action, quand ils ont l'occasion de faire l'expérience motrice de la durée. Par exemple, dans une expérience, ils voient un adulte produire une durée d'action, appuyer sur un bouton pendant un certain temps. Puis ils doivent reproduire cette durée. Ou alors, on leur propose de faire une imitation-copie. Ils produisent la durée d'action en même temps que l'adulte. Imitation-copie. Et on leur demande de reproduire. Ils sont nécessairement meilleurs quand ils ont l'occasion de faire cette imitation-copie. Ça a été montré à la fois pour la production de la durée comme pour les rythmes. Ils voient un rythme, un stimulus qui clignote à un certain rythme, puis après ils doivent reproduire ce rythme-là en appuyant sur un bouton, ou alors on leur donne l'occasion de taper en même temps que le stimulus d'un certain rythme et de reproduire. Ils sont toujours meilleurs. C'est tout ce qui est en rapport avec les cognitions incarnées, l'importance du corps, de l'action, pour pouvoir appréhender les informations de son environnement. Et bien entendu, une autre conséquence, c'est qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés ici à attendre sans rien faire. C'est quelque chose qui est très difficile. Donc il faut remplir l'attente par des activités, par de l'action, et des fois par toute une séquence d'actions pour qu'ils arrivent à attendre pendant un certain temps. Donc les conséquences, c'est que les sujets sont plus variables, mais aussi c'est que les enfants sont plus sujets à des distorsions temporelles. Du moins, ça va dépendre des distorsions que vous évoquez. Quand j'entends par distorsion sur la perception des durées, c'est qu'on va avoir une durée d'un stimulus, et cette durée d'un stimulus, elle peut être jugée soit comme étant plus courte, on sous-estime cette durée, soit comme étant plus longue. Et l'origine des distorsions, vous pouvez avoir des distorsions que l'on appelle automatiques, et on peut avoir des distorsions que l'on appelle cognitives. Je vais expliquer. Par exemple, dans les distorsions automatiques, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et comme c'est automatiquement, on va les trouver dès le plus jeune âge. Par exemple, vous avez des distorsions dans la perception de la durée sous l'effet des émotions. Et on va trouver exactement les mêmes chez l'enfant. Dans notre laboratoire, on a beaucoup travaillé sur les émotions avec plusieurs types d'émotions. Et notamment, je vais vous présenter une expérience qu'on a réalisée chez les adultes et chez les enfants. C'est une expérience où les enfants doivent réaliser ce que l'on appelle une tâche de dissection temporelle, où ils voient d'abord, sur l'écran d'un ordinateur, un rond, là vous voyez mal, mais un rond rose, qui est présenté pendant une durée courte et pendant une durée longue. Dans le cadre de la dissection, ils doivent catégoriser cette durée en appuyant sur c'est court ou c'est la durée longue, tout simplement. Puis, dans une deuxième phase, on va leur présenter des durées de comparaison entre la durée standard courte et la durée standard longue. Et la tâche est la même. Appuyer si c'est plutôt la durée, elle ressemble plutôt à la durée courte ou plutôt à la durée longue.
Sauf que pendant cette phase expérimentale, on a présenté des expressions faciales. Des expressions faciales émotionnelles, telles que l'expression faciale émotionnelle neutre, ou des expressions faciales émotionnelles présentant la colère. Quel résultat on obtient? Vous avez les cours de psychophysique classique, avec le sujet qui répond court ou long, c'est la proportion de réponse longue. Plus la durée est longue, plus répond long. Donc ils sont capables de discrimination temporelle, et la courbe elle est cohérente, quelles que soient les expressions faciales. C'est-à-dire, même face à quelqu'un qui exprime la colère, devant nous, on fait toujours des bonnes estimations. Sauf qu'en réalité, on a un décalage de la courbe vers la gauche, c'est-à-dire qu'on fait une distorsion. C'est-à-dire que le temps est jugé comme plus long. Quand on est face à quelqu'un qui exprime de la colère, le temps est jugé plus long. Face à quelqu'un qui exprime de la peur, le temps est jugé plus long. Et on regarde ce qui se passe chez les enfants, les petits, avec le même type de tâches sur les écrans, des enfants de 3 ans et des enfants de 5 ans, on a exactement le même type de distorsion. Donc ils sont extrêmement sensibles aux émotions perçues chez autrui, d'autant plus chez les adultes, et ça va impacter directement leur jugement de la durée. Mais comment vous l'expliquez? Si je reprends les modèles d'horloge interne, il y a l'idée qu'on aurait une base de temps qui va émettre en permanence des impulsions. À chaque fois que vous avez un stimulus dont vous devez évaluer la durée, on aurait une forme d'interrupteur, c'est-à-dire contrôlé par l'attention qui va se fermer, et toute cette base de temps va s'accumuler dans un compteur. De telle façon que la durée va dépendre du nombre d'impulsions qui seraient accumulées. Sauf qu'on est maintenant, dans le cas, on est face à quelqu'un qui est en colère. Je veux dire, il y a des mécanismes automatiques de survie. Il y a quelqu'un qui est en colère, il faut peut-être réagir le plus vite possible, s'enfuir le plus vite possible. Donc automatiquement, tout votre corps se met en état d'activation physiologique. On parle d'éveil. Face à quelqu'un qui est en colère, vous avez une contraction au niveau musculaire, vous avez le rythme cardiaque qui augmente, vous avez les yeux qui sont grands pour détecter le moindre signal d'agressivité, et du même coup, tout ceci entraîne votre cerveau, et ça entraîne votre horloge. Et du même coup, vous avez plus d'unités qui est comptabilisée, et le temps est jugé plus long. Et ceci s'explique dans le cadre face à quelqu'un qui exprime une émotion par des processus de mimétisme. C'est-à-dire que dès que vous voyez quelqu'un qui exprime de la colère, on a un processus qu'on va automatiquement imiter cette expression faciale. Et quand vous imitez cette expression faciale, il y a quelqu'un qui exprime par exemple du dégoût, parce qu'il prend quelque chose, un citron dans la bouche, exprime le dégoût, vous avez un mimétisme automatique. Et ce mimétisme automatique, même si c'est de moindre intensité, va réactiver les zones impliquées dans l'expérience du dégoût, dans l'expérience liée à la colère. Alors que vous êtes en train de voir un visage exprimant le dégoût, normalement ça devrait activer que les zones impliquées dans la perception. Or non, ça va impliquer aussi les zones de l'émotion de dégoût en tant que telle. Donc ça veut dire que finalement, par ce processus de mimétisme, de simulation, on est capable de comprendre l'état de l'autre sur le plan émotionnel et de réagir à l'état de l'autre en conséquence. Et on a, avec plusieurs expériences, on a démontré que si on empêche ce mimétisme, du même coup, il va y avoir une distorsion dans la perception des émotions chez autrui. Et vous savez très bien que ça a été démontré que dès le plus jeune âge, c'est Belsoff et Moore qui a démontré que les bébés sont capables de mimétisme, ils peuvent très bien imiter certaines expressions faciales émotionnelles, et vous le connaissez très bien dans les phénomènes de contagion émotionnelle. Dans le phénomène de contagion émotionnelle, il y en a un seul qui a mal au ventre et tout le monde se met à pleurer. Parce qu'ils sont tous, je veux dire, en miroir, ils sont tous en miroir, et, je veux dire, ils sont tous en train de s'imiter les uns les autres, et ils ressentent en quelque sorte l'émotion par ce processus. Donc ça, ce sont des distorsions que l'on observe sur le fait des émotions qui sont automatiques. Comme elles sont automatiques, on les observe dès le plus jeune âge. Puis vous avez des distorsions de la durée qui ne sont pas automatiques, qui sont cognitives. Comme les capacités cognitives des jeunes enfants sont plus limitées, on va avoir des différences entre les jeunes enfants et les adultes. Notamment, les jeunes enfants vont être plus sujets à des distorsions que les adultes. Et un des facteurs qui joue un rôle important dans les distorsions cognitives, c'est l'attention. Vous avez plusieurs modèles qui ont été proposés dans le domaine, sur les modèles d'attention, sur le jugement du temps. Il y a l'idée qu'on aurait un réservoir de ressources cognitives, de ressources attentionnelles. Et dès qu'on traite des informations, on va aller de façon volontaire, consciente, on va aller puiser des ressources cognitives dans ce réservoir.
Donc si vous traitez des informations temporelles et non temporelles, ça va épuiser des ressources cognitives. Dans le cas où finalement toute votre attention est focalisée sur l'information non temporelle, il reste finalement peu de ressources pour traiter le temps et le temps est jugé court. Si par exemple vous focalisez sur ce que je dis et non la durée de ma conférence, dès que j'aurai terminé, mais mon Dieu, finalement, c'était plus vite que je pensais. En revanche, si vous focalisez votre attention cette fois sur le temps, vous regardez sans cesse votre montre, parce que ce qui compte, c'est discuter avec vos collègues pour aller à l'atelier, vous allez trouver que c'est extrêmement long. D'accord ? Donc il y a un peu l'idée qu'il faut détourner son attention du temps pour que le temps semble plus court, soit jugé plus court. Et ça a été, un peu plus vite, ça a été démontré dans de nombreuses expériences qui ont été réalisées chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant, dans des situations de double tâche. Par exemple, dans cette situation de double tâche chez les enfants, qui a été réalisée chez des enfants âgés de 5 ans et de 8 ans, on leur a soumis à une tâche, une simple tâche et une double tâche. Une simple tâche, ils voient par exemple un carré qui est présenté pendant une certaine durée, 6 secondes, et ils doivent reproduire cette durée en appuyant sur un bouton. Ou double tâche, ils voient ce carré présenté pendant 6 secondes, et en même temps, ils doivent faire une deuxième tâche, autre chose, double tâche, ils doivent par exemple dire la couleur des petits carrés qui apparaissaient sur ce carré bleu. Et bien sûr, ils doivent reproduire. Quel résultat on obtient? Ici, dans l'exemple de 6 secondes, on obtient systématiquement, quel que soit l'âge, une sous-estimation du temps. En double tâche, le temps est jugé plus court qu'en simple tâche. C'est un résultat qu'on obtient chez tous les enfants, quel que soit leur âge, comme on l'obtient chez les adultes. Sauf qu'en réalité, chez les enfants, cette sous-estimation est plus importante. On a fait passer différents tests neuropsychologiques pour évaluer leur capacité cognitive en termes de mémoire de travail, en termes de mémoire à court terme, en termes de vitesse de traitement d'information. Et le prédicteur de cette plus grande distorsion, elle est liée au problème d'attention. L'attention sélective et l'attention divisée. Donc, les enfants sont plus sujets à des distorsions temporelles, tout simplement parce qu'ils ont moins de capacité sur le plan attentionnel. Vous avez des questions sur la durée ? Je continue. J'en profite juste pour vous dire qu'en fait, l'enregistrement audio, c'est pour ça que je me retournais vers certains d'entre vous, mais l'enregistrement audio, il n'est pas directement dirigé sur le micro, et donc on entend les bruits autour. Donc je ne sais pas ce que ça va donner au résultat, mais c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de faire vraiment pas de bruit. Merci. Donc, on a vu le sentiment sur la vitesse du passage du temps, le jugement des durées, puis maintenant on va voir ce qui est du domaine du concept de temps. Le concept de temps, finalement, à quoi ça sert? Quand l'enfant va apprendre ce concept de temps et à quoi ça sert? En fait, ce concept de temps va aider à porter attention au temps, à formuler l'hypothèse, et s'il y avait du temps dans cette situation, et si je devais attendre dans cette situation. Donc ça aide à porter volontairement son attention sur le temps qui s'écoule, parce que le temps est dans notre conscience, et ce que ça va aussi aider, c'est à lutter contre les distorsions. Parce qu'on est conscient qu'on va être sujet à des distorsions, et que normalement, le temps, c'est quelque chose qui continue. Donc, le fait que vous êtes conscient d'être sujet à des distorsions, ça permet de réajuster votre jugement et d'être un peu plus précis. En fait, le concept de temps, vous le connaissez, hein, c'est le concept qu'on voit en physique classique, c'est l'idée que le temps, c'est comme une flèche de temps, c'est un flux continu qui s'écoule toujours de manière régulière. Ça permet donc d'évaluer la durée des événements de façon précise. Ça permet de voir si les événements sont simultanés ou alors se suivent selon un certain ordre. Ce concept de temps, en fait, il va commencer à être acquis, à apprendre par les enfants, dès à peu près vers l'âge de 6 ans. Vers 6 ans. Et ça a été démontré depuis longtemps, notamment par Paul Fraisse. Avant cet âge-là, les enfants n'ont pas de concept de temps. Ils n'ont pas la notion d'un temps unique qui serait partagé par différents événements. Pour eux, les enfants, on a ce que l'on appelle un temps vécu, un temps agi, ou comme Marc Comac dit, un temps événementiel. Pour eux, chaque événement est associé à une durée. Ce n'est pas un temps continu qui serait le même pour tous les événements, quels qu'ils soient, et du reste qui nous permet de mesurer les événements. C'est-à-dire qu'ils font l'expérience d'un événement, ils y associent une durée, la distribution des durées, un autre événement, une autre durée. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un temps éclaté, d'un temps vécu propre à chaque expérience.
Du reste, on a fait, pour le démontrer, on a fait des expériences où on leur a demandé, finalement, on les a mis face à un bouton et ils devaient apprendre la règle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un feedback positif, un petit clown qui dit que c'est très très bien. On voit que les enfants de 8 ans, ils forment des hypothèses, ils tirent le bouton, ils appuient plusieurs fois sur le bouton, puis à un moment donné, ils appuient pendant un certain temps. Ils appuient pendant un certain temps, le temps qui est requis, ils obtiennent un feedback positif, donc ils continuent. Ils font ça à l'âge de 8 ans, ils font aussi à l'âge de 5 ans. Ils peuvent arriver à un moment donné d'appuyer pour un certain temps et d'obtenir le clown qui leur dit c'est très très bien. Sauf qu'après, on va les mettre face à une autre action. Il ne s'agit plus d'appuyer sur un bouton, il s'agit d'appuyer sur une poire ou de tirer une manette. Les enfants à l'âge de 8 ans, ils vont transférer la durée. Ils disent, tiens, dans cette situation, ça durait un certain temps, il fallait appuyer un certain temps, ben là je vais tirer un certain temps. Parce qu'ils ont un concept de temps qui vont pouvoir transférer une autre action. Et alors les petits, 4-5 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent. Ils recommencent depuis le début, parce qu'ils n'ont pas ce concept de temps général. Et donc ils réapprennent dans cette situation en tant que telle. Après, point de vue du voyage mental, vous voyez, c'est encore une autre notion. Du voyage mental dans le temps. C'est la capacité de projeter dans le futur. Donc quand on parle ici de voyage mental, c'est la capacité plus précisément de retourner dans le passé et aussi de projeter dans le futur. Alors, ceux qui travaillent en fait sur le voyage mental, ils s'intéressent au temps, puisque c'est un voyage dans le temps. Mais en réalité, c'est bien qui travaillent sur la mémoire. Parce qu'en fait, se projeter dans le futur implique exactement les mêmes processus, les mêmes mécanismes qu'aller dans le passé. C'est parce qu'on est capable de restituer les éléments du passé qu'on peut se projeter dans le futur. Et dans les études, dans les neurosciences, ils ont montré que le rappel des éléments du passé et l'imagination des éléments du futur impliquent exactement la même structure, l'hippocampe, c'est de la mémoire. Donc c'est de la mémoire, et on sait que l'enfant dès le plus jeune âge est capable de mémoire à long terme. Donc normalement, le jeune enfant devrait être capable de se projeter dans le futur. Qu'est-ce que vous en pensez? À 3 ans, il se projette dans le futur? Alors, un futur immédiat. Alors, il y a très peu d'études en fait. Les études sont récentes sur ce domaine-là, parce que c'est difficile d'étudier la capacité d'un enfant à se projeter vers le futur. Beaucoup de chercheurs comme vous ont dit ah non, ils ne sont pas capables de se projeter dans le futur. Ils ont dit qu'ils ne sont pas capables de se projeter dans le futur parce qu'ils sont centrés sur le présent. C'est l'immédiateté, ils sont impulsifs, ils ne supportent pas la frustration, donc je suis dans le présent à gérer mes émotions, mon impulsivité. Puis d'autres ont dit, oui, mais c'est aussi lié au fait, c'est ce que Marc Comac explique, ils n'ont pas de concept de temps. Si ce n'est pas de concept de temps, pourquoi j'irais me projeter dans un futur qui implique un concept de temps? Moi, dans un temps futur. Puis d'autres ont dit, oui, mais ils n'en sont pas capables, parce qu'ils ne sont pas capables de mémoire autobiographique. La mémoire autobiographique, c'est soit dans le passé, le présent et le futur, et ça implique aussi des capacités langagières suffisamment sophistiquées, parce qu'il faut faire tout un récit par rapport à futur. Bref, les chercheurs disent, non, les jeunes enfants ne peuvent être pas capables de se projeter vers le futur, parce que c'est un processus complexe, qui implique le développement du langage, et qui implique la conscience de soi. Puis vous avez d'autres qui disent, mais pourquoi pas? Tout dépend de ce que l'on appelle se projeter dans le futur. Tout dépend des définitions. Vous pouvez très bien avoir des formes primitives de projection vers le futur. Et s'il y a des formes primitives de projection vers le futur, le jeune enfant est capable de projeter vers le futur. Il est bien capable de prédiction temporelle. Par exemple, vous avez des formes primitives. Ceux qui s'intéressent au voyage mental, c'est la sèche et le jet buissonnier. Ils sont capables de projection dans le futur. S'il s'agit de reproduction, s'il s'agit d'alimentation. Il a été démontré, c'est une expérience qui a été faite, qui est vraiment mignonne comme tout, la sèche. Elle est gourmande, elle adore les crevettes. Elle est gourmande, elle adore les crevettes, elle va se comporter différemment en fonction si elle sait que dans le futur, elle va avoir des crevettes ou pas. Si elle sait que le soir, elle va avoir des crevettes, elle fait comme nous, elle sait une petite place pour le soir. Donc elle mange moins. Si elle sait qu'elle ne va pas avoir de crevettes, elle mange comme d'habitude. Donc, d'une certaine manière, elle se projette vers le futur. Elle sait bien que le soir, il va avoir des crevettes. Le jet buissonnier, c'est ça. Il va cacher de la nourriture pour plus tard, dans les moments difficiles de l'hiver. Donc, c'est se projeter vers le futur. Et en plus, il se comporte différemment s'il y a un compère qui le regarde. Donc, un jet buissonnier qui est derrière une vitre, qui le regarde, il se dit « Oh, mais lui, il va me voler ma nourriture. »
comme lui va me voler ma nourriture, donc il fait des leurres, il place la nourriture pour là où il va aller chercher, puis quand l'autre a les yeux détournés, il ne regarde pas, puis il va placer d'autres nourritures. Donc il imagine que l'autre va lui voler sa nourriture. C'est la projection dans le futur, hein, d'une certaine manière. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de sophistiqué qu'on peut imaginer. Et vous avez donc des grands philosophes, quelques Biot, mais qui dit que finalement, dès les premiers cris dans le bébé, on peut déjà avoir une idée de temps. Et l'idée de temps, c'est la projection vers le futur, avec l'arrivée de la mère. Donc, il faut déjà voir l'idée d'une projection vers le futur dans les pleurs de l'enfant. Mais concrètement, il y a peu d'études dans le domaine, mais qu'est-ce qui montre, les études actuellement, c'est qu'à 3 ans, il y a des évidences qu'il y a des projections dans le futur, qui se préparent à ce qui va arriver. Et croyez-moi, ils se préparent en fait qu'il va arriver Noël, qu'il va arriver Pâques et les autres Pâques. Donc ils sont déjà capables, c'est des projections dans le futur, de se préparer à ce qui va arriver. Puis, à l'âge de 5 ans, on a montré que, donc ils sont capables de se projeter dans le futur et ça va montrer les mêmes caractéristiques que chez l'adulte. Notamment, une des caractéristiques importantes, c'est ce que l'on voit, c'est une asymétrie temporelle. C'est-à-dire que par rapport aux événements, vous imaginez un événement du passé, un événement du futur, avec la même distance entre l'événement du passé et l'événement du futur, et en réalité, l'événement du futur est jugé comme étant toujours plus proche que l'événement du passé, parce qu'on est orienté vers le futur. Donc il est plus chargé émotionnellement, le futur est considéré comme plus proche, parce que le passé est du passé. Donc cette asymétrie temporelle qu'on trouve chez l'adulte, on va la retrouver chez les jeunes enfants. Mais bien entendu, il va y avoir des variations. Ça va se développer, ça va changer avec l'âge. Après 5-6 ans, bien entendu, il va être capable d'envisager plus d'événements du point de vue du futur. Et il va être aussi capable d'étiqueter de façon plus précise les événements. Et pourquoi ? Parce qu'il va y avoir l'acquisition du calendrier. Et l'acquisition du calendrier va lui permettre de mieux placer les événements dans le futur par rapport à l'orientation temporelle. Et donc, on arrive à ce que l'on appelle le calendrier. Le calendrier, quand on parle de calendrier, dans mon domaine, on va parler de l'orientation temporelle. Donc, quand on parle d'orientation temporelle, c'est l'orientation dans le calendrier. Et donc des capacités à se repérer dans le calendrier. Vous connaissez peut-être ça presque mieux que moi. Du point de vue de l'orientation temporelle, il y a l'orientation dans la journée, l'orientation dans la semaine, l'orientation dans les mois de l'année. Si on parle de l'orientation temporelle de la journée, qu'est-ce que les travaux ont montré ? Ont montré que dès l'âge de 16 mois, les enfants sont capables de reproduire des séquences d'activités familières. Par exemple, pour ma routine du matin, ils vont être capables de reconstituer toute la séquence de cet événement. Donc ils connaissent certains événements et toutes les routines associées à ces événements, dès l'âge de 16 mois. À l'âge de 3 ans, ils vont être capables de décrire de nombreux événements familiers. Friedman a montré ça, la description, la séquence, le script quand on va au restaurant, le script quand on va à l'école, le script quand on va faire les vacances chez la grand-mère. Toutefois, ils ont encore des difficultés à se repérer dans le temps. Par exemple, il a été montré que s'ils font la sieste l'après-midi, des fois quand ils se réveillent, ils sont un petit peu perdus, un peu désorientés, ils ont du mal à savoir si c'est le matin ou si c'est l'après-midi. Donc il y a encore des désorientations du point de vue de la journée. Mais quoi qu'il en soit, les travaux montrent qu'à partir d'à 4 ans, il y a une bonne localisation dans le temps des événements dans la journée. En sachant bien que se lever c'est le matin et que se coucher c'est le soir, donc on considère qu'il y a une bonne représentation. Là, ce sont les représentations, ici, l'orientation dans la journée, et maintenant par rapport aux saisons. Alors, les vieux travaux, vous connaissez l'acquisition des saisons de Paul Fraisse. Paul Fraisse, en fait, avec ses vieux travaux, il avait dit, finalement, l'enfant va d'abord apprendre les jours de la semaine, puis après, il va apprendre les mois de l'année, et seulement après, les saisons. L'idée que pour lui, les saisons, c'était plus compliqué parce que ça impliquait une représentation sur l'année dans son ensemble. Or, il a été démontré par des Canadiens que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que l'enfant va apprendre autant les jours de la semaine et la saison en même temps. Voir que les saisons, d'abord, ce serait même plus facile pour l'enfant. D'abord parce qu'ils apprennent par cœur. On leur cite les différentes saisons. Les 4 saisons, c'est que 4 mots, donc ils apprennent ça par cœur. Et en plus, comme disaient les Canadiens, on peut associer à des événements concrets.
L'hiver, c'est la neige, l'été, c'est le soleil. Donc, comme on peut associer des événements concrets, finalement, on va apprendre très tôt les saisons. Et c'est seulement après, bien entendu, qu'ils vont apprendre les mois de l'année. Du point de vue maintenant de la représentation, ici, dans le calendrier, mais des jours de la semaine. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'à 3 ans, les enfants arrivent à faire la différence aujourd'hui, hier et demain. Puis, à l'âge de 5 ans, ils vont être capables de donner les différents jours de la semaine. Et de plus en plus tôt, parce que les parents leur apprennent par cœur. Leur savoir par cœur et puis comprendre. Sauf qu'à cet âge-là, on va considérer que c'est une représentation purement sémantique. En fait, c'est comme une petite comptine, c'est une liste des jours de la semaine qu'ils vont apprendre par cœur. Si vous leur posez par exemple la question « Quel jour était-il hier ?», à l'âge de 5 ans, il y a encore 15 et 20% d'enfants qui se trompent. L'idée que c'est une liste qu'ils vont apprendre par cœur, c'est quand vous dites « Quel jour il y a après le mercredi ?», ben les enfants ils disent lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils redonnent toute la liste. Et si vous leur demandez quel jour il y a après mercredi, quel jour il y a avant mercredi, ils répondent plus vite quel jour il y a après mercredi ou quel jour il y a avant mercredi. Pourquoi ? Parce que c'est dans le sens de la liste. Tandis que l'autre, sinon, il faut qu'il revienne à rebours et c'est plus compliqué. Donc ça montre bien que c'est tout un système de représentation purement sémantique et une liste. Mais qui est importante aussi à apprendre, avec des repères importants comme le week-end, comme le mercredi. Et on considère que c'est uniquement vers l'âge de 8 ans que cette fois, c'est plus qu'une représentation sémantique, mais c'est aussi une représentation sous forme imagée. C'est-à-dire qu'il y a une représentation sous forme imagée des jours de la semaine qui va leur permettre un peu de voyager dans les jours de la semaine et plus facilement se repérer. Si on continue pour l'orientation ici, dans les mois, alors à votre avis, 5 ans, 5 ans, ils peuvent réciter les mois, si on leur a appris par cœur, en insistant, mais bon, mais quoi qu'il en soit, ils ne comprennent pas. Et là, en fait, c'est extrêmement complexe. Vous avez uniquement à 9 ans, on considère qu'il y a une maîtrise du calendrier, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir déjà des repères, il y a une maîtrise du calendrier, et que c'est même jusqu'à 10 ans, 11 ans, qu'on va avoir seulement une représentation flexible du calendrier. Mais on peut le comprendre aisément que c'est uniquement vers cet âge-là qu'on va avoir une représentation flexible du calendrier, parce qu'il faut une connaissance par cœur de la suite des mois. C'est compliqué, il y a 12 mois qu'il faut connaître par cœur. Il faut en plus avoir des repères bien précis pour pouvoir voyager à travers les mois de l'année, des repères comme les vacances, d'été, Noël, le jour d'anniversaire. Et bien entendu, il faut aussi des mises à jour du calendrier en permanence. Il a été démontré que quand vous demandez, par exemple, à quelqu'un quel est le mois suivant, vous êtes au mois de janvier, quel est le mois suivant, si vous posez cette question en fin du mois de janvier ou en début du mois de janvier, il répond plus vite si c'est en fin du mois de janvier que si c'est au début du mois de janvier. Si à l'inverse, vous dites quel est le mois précédent, il répond plus vite si c'est au début du mois de janvier que c'est en fin. Parce que précisément, ça implique en permanence des remises à jour. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Autre notion, c'est la notion de la mesure conventionnelle du temps. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est des petits. Moi j'avais une petite question sur le calendrier. Oui. Parce que beaucoup d'enseignants de maternelle font ce qu'on appelle les rituels. Ils font la date avec les élèves en début de journée. Oui. Souvent un peu long. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce rituel à l'école maternelle, que ce soit en petite section, moyenne section? Mais c'est important parce que ça les aide à se repérer. Moi je pense que c'est vraiment très important. D'abord parce que c'est important de se repérer, de s'orienter dans le temps. Et s'orienter dans le temps, c'est avoir une connaissance des jours de la semaine. Et c'est vraiment important de situer quel jour de la semaine on est, pour savoir ce qu'on fera demain et ce qu'on fera après-demain. Donc c'est quelque chose, moi je pense, qui est fondamental. Mais avec des illustrations. Il ne faut pas que ce soit que des lettres avec une date. Une date, ça ne veut rien dire, c'est plutôt le lundi, le mardi. On est au début de la semaine, on est au milieu de la semaine, on est à la fin de la semaine. Parce que c'est les importants, c'est les prémices de une bonne orientation, je veux dire, dans les jours de la semaine, et une bonne orientation dans le temps. C'est quelque chose qui est très important. Et les rituels, répéter toujours les mêmes choses. C'est quelque chose qui est très important chez les enfants. Est-ce que la notion de mois est pertinente, par exemple, dès la section? C'est surtout les jours. C'est surtout les jours. C'est surtout les jours qui comptent, les jours de la semaine. Après, des repères. Mais la notion des mois, je veux dire, ils peuvent apprendre la liste.
c'est un début d'apprendre la liste, mais ça ne veut pas dire qu'ils comprennent les choses. Hein. On est mois janvier, juillet. Après, si, ce qui est important, c'est qu'on est proche des vacances. C'est des proches de tel type d'événements. C'est de repérer des événements importants pour eux, dans le point de vue de leur expérience, par rapport à l'année qu'il peut y avoir. Mais l'apprentissage purement des mois, non. Du point de vue, vite, du comptage du temps, c'est-à-dire la capacité de compter le temps et de lire l'heure, les jeunes enfants vont être capables de compter sur les doigts, l'importance des doigts. Vous avez sûrement des conférences là-dessus, sur le comptage et l'importance de compter avec les doigts. Le corps joue un rôle important dans les apprentissages, mais bien entendu, ils ne comptent pas le temps. En fait, ils peuvent compter le temps, je veux dire, à partir de 6-7 ans, si vous lui donnez la consigne. Souvent, les enfants, de manière spontanée, ils n'y arrivent pas, mais ils y arrivent quand c'est un adulte qui va leur donner la consigne. Avant d'arriver à faire par eux-mêmes, ils vont y arriver grâce à l'adulte. Hein. C'est toute la théorie de Vygotsky, le rôle important de l'adulte, des enseignants, pour parvenir au savoir. Et donc là, ils ne vont pas compter le temps, mais le compteront si l'adulte leur demande, à cet âge-là. Toutefois, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace parce qu'ils ne comptent pas à un rythme régulier. Ils ne comptent pas à 1 par seconde. Ils sont trop variables. C'est-à-dire, c'est 1, 2, 3, 4. Vous voyez ? Pour pouvoir compter, il faut aussi l'idée qu'il faut compter à un rythme constant. Et ils ne le font pas. En fait, le comptage du temps va être possible que plus tard, je veux dire, quand vraiment il va compter à un rythme régulier. Mais ça ne veut pas dire que finalement, il n'y a pas des apprentissages précoces qui vont aider à ce comptage, à cette mesure conventionnelle du temps. Parmi les apprentissages précoces qu'on peut trouver à l'école maternelle, c'est le fait que, ça c'est Freeman qui a montré, c'est que les très jeunes enfants arrivent déjà à comparer des durées. Des durées, si elles sont courtes ou si elles sont longues, des événements. Ça oui. Avant de compter le temps, on va repérer les durées d'événements qui sont courtes et longues et faire la comparaison. Freeman dit qu'il est capable de dire je bois un verre de lait, c'est plus court que de brosser les dents, c'est plus court que de regarder la télévision. Donc on fait la différence entre les magnitudes de ce qui est court et de ce qui est long. C'est des prémices avant d'être capable de compter le temps, de mesurer le temps. On a aussi montré qu'à l'école maternelle, il est important d'associer certaines heures à certains cycles de la journée. Ils commencent à apprendre les heures, c'est-à-dire qu'à midi, l'heure du repas, c'est 12 heures. Donc là, on associe progressivement, sans pour autant être capable de lire l'heure. C'est trop compliqué encore à cet âge-là. Mais on peut très bien associer des heures spécifiques à des activités particulières. Des études telles que Tillman a montré que, en fait, les jeunes enfants possèdent, de 4-5 ans, déjà le lexique de heures, minutes et secondes. Donc ils peuvent très bien associer des valeurs numériques à certaines activités familières. Mais toutefois, comme dit Tillman, même s'ils ont déjà dans leur lexique, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, une minute, une seconde, mais ils ont ça dans le lexique, ils peuvent encore se tromper. Tout dépend des circonstances. Par exemple, Tillman, elle a posé cette situation où il y a le fermier qui va faire une sieste pendant 1 minute. Et le marin qui fait pendant une sieste pendant 1 minute. Est-ce qu'ils ont fait la même durée de sieste? À 3 ans, ils répondent oui. Donc ils ont évalué les durées qui sont similaires. Puis après, la même situation, mais maintenant, le fermier va dormir, faire une sieste pendant 3 minutes, et le marin va faire une sieste pendant 1 heure. Qui a dormi plus? Les petits, ils répondent ça. Parce qu'en fait, ils se focalisent sur 3. Et on sait qu'ils ont des difficultés d'un point de vue d'inhibition des représentations qui sont automatiquement activées. Comme ici, on les a trompés en mettant un gros 3, on aurait peut-être mis minute avant et heure avant, ça aurait été différent. Ils ont centré une ils sont focalisés sur le 3, ça a activé une représentation, ils n'arrivent plus à désactiver cette représentation en mémoire et du même coup, ils se trompent. Donc, ils peuvent encore se tromper parce qu'ils ont du mal à analyser le problème avec toutes ces variantes. Enfin, on va terminer par ça, il y a tout ce qui est la présentation des instruments de mesure du temps, mais bien sûr, ça peut être qu'une présentation, présenter que finalement on peut mesurer le temps avec différents types d'instruments. On peut bien entendu aider les enfants à manipuler ces différents instruments, tels que les sabliers, et voir quelle peut être l'utilité du point de vue de la vie quotidienne. Donc il y a déjà la possibilité et l'intérêt de leur faire manipuler les différents instruments de mesure du temps, même s'ils peuvent avoir des difficultés pour lire et savoir ce que ça représente. Voilà, merci, j'espère que je vous ai pas donné